15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres de l'actualité. Le président Abdel Fattah el-Sisi réitère la position ferme de l'Égypte soutenant et son intégrité territoriale en recevant le Premier ministre libanais Nawaf Salem. Les Égyptiens commencent à voter en Égypte au second tour des élections sénatoriales. Le Croissant Rouge égyptien annonce que le 24e convoi Zed el-Izza transportant plus de 1500 tonnes d'aide humanitaire aux Palestiniens à Gaza. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre libanais Nawaf Salem. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a réitéré la position ferme de l'Égypte, soutenant la souveraineté du Liban et son intégrité territoriale, affirmant que l'Égypte poursuit ses contacts intensifs avec les diverses parties régionales et internationales afin de préserver la stabilité au Liban et de garantir le retrait total du Hezbollah hors du Liban du Sud. Le président el-Sisi a d'autre part loué les mesures positives prises par le gouvernement libanais au cours des derniers mois pour restaurer l'ordre dans les institutions nationales et prendre le contrôle de tous les territoires libanais. Le chef de l'État a aussi souligné que l'Égypte soutenait pleinement les efforts de l'État libanais en faveur de la stabilité et de la reprise économique. La rencontre a d'autre part porté sur nombre de dossiers régionaux. Le président el-Sisi et son hôte se sont accordés sur la position de l'Égypte et du Liban envers la situation prévalente dans la bande de Gaza et sur la nécessité d'intensifier les efforts afin d'aboutir à des règlements géopolitiques des conflits secouant la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné aujourd'hui la profondeur des liens historiques reliant l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le président el-Sisi s'exprimait à l'aéroport international d'Al Alamein où il était à l'adieu de son homologue émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyan à la fin de sa visite en Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations, de la coordination et de la consultation continue entre les deux pays afin de préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le chef de l'État émirati a remercié le président el-Sisi pour l'accueil chaleureux et la bonne hostilité, se félicitant du progrès des relations bilatérales dans les divers domaines. Les Égyptiens ont commencé aujourd'hui à voter en Égypte au second tour des élections sénatoriales. Le scrutin doit se dérouler dès 9h du matin jusqu'à 9h du soir, aujourd'hui et demain, dans quelques 1367 bureaux de vote dans 5 circonscriptions. Dans le second tour, 10 candidats disputeront 5 sièges dans les 5 gouvernorats de Gharbeya, Bani Souef, Ismaïlia, Luxor et Al-Wadi Al-Gadid. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue allemand, Johann Wadful. Au cours de l'appel, les deux ministres ont échangé leur point de vue sur la détérioration rapide de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. M. Abdelghati a souligné que l'Allemagne devait exercer des pressions sur Israël afin d'éliminer les restrictions entravant l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie a aussi mis en garde contre les répercussions des politiques israéliennes de colonisation qui visent à empêcher la création de l'État palestinien. Il a d'autre part souligné la nécessité de conjuguer les efforts régionaux et internationaux afin d'aboutir à un cessez-le-feu et pour mettre un terme au génocide perpétré par Israël dans le territoire palestinien sinistré.
Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a souligné la nécessité de poursuivre les pressions sur Israël afin d'aboutir à un accord de cessez-le-feu et de laisser l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Lors d'un appel téléphonique avec le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, M. Abdelghati a abordé la proposition présentée par les médiateurs sur un accord de cessez-le-feu à laquelle Israël n'a pas répondu. M. Abdelghati a également évoqué les efforts acharné que déploie l'Égypte en faveur de cet accord et pour autoriser l'entrée de l'aide humanitaire sans restriction dans la bande de Gaza. Il a d'autre part appelé les pays européens à prendre des mesures efficaces face à l'arrogance israélienne. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé que le 24e convoi Zaid el-Izza transporte plus de 1500 tonnes d'aide humanitaire nécessaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Les camions transportent plus de 1300 tonnes de produits alimentaires, de farine et des tonnes de fournitures médicales essentielles pour le secteur dans la bande. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour fournir de la nourriture et des secours à la population de Gaza. L'émissaire spécial américain Steve Witkoff a annoncé hier que le président Donald Trump doit présider aujourd'hui une grande réunion à la Maison-Blanche sur l'après-conflit à Gaza. Le président américain avait lancé en février l'idée d'une prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis pour la reconstruire et en faire la Riviera du Moyen-Orient une fois vidée de ses habitants. Ce plan a été rejeté par les pays arabes et la plupart des pays occidentaux, l'ONU mettant de son côté en garde contre un nettoyage ethnique à Gaza. Sur le terrain, les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se poursuivent. 3 Palestiniens ont été tués lorsqu'un drone israélien a bombardé un camp de réfugiés au nord-est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Les raids israéliens ont ciblé le quartier d'Al-Tufah à l'est de la ville de Gaza et la zone d'Al-Saftawi au nord de la bande de Gaza. Par ailleurs, au moins 80 Palestiniens ont été tués. 6 militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de la capitale syrienne Damas hier, selon la télévision d'État syrienne, dans un nouveau bilan de cette attaque. Un responsable du ministère de la Défense avait indiqué qu'un drone israélien avait visé l'un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne à Quswa, faisant alors état d'au moins 3 militaires tués. L'armée israélienne n'a pas confirmé ces frappes. Mardi matin, un homme a par ailleurs été tué selon l'agence de presse officielle dans une frappe israélienne sur une maison du village de Tarnaja sur le plateau syrien du Golan, dont une partie est occupée et annexée par Israël. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné cette attaque. Passons au Yémen, où l'armée israélienne a indiqué aujourd'hui avoir intercepté un missile tiré du pays 3 jours après des bombardements israéliens contre des cibles des Houthis dans la capitale. Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones en direction du territoire israélien, mais la plupart sont Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a annoncé aujourd'hui que des inspecteurs de l'AIEA sont de retour en Iran après la suspension début juillet par Téhéran de sa coopération avec l'organisme onusien à la suite de la guerre déclenchée par Israël. L'Iran, qui estime que l'AIEA a une part de responsabilité dans le déclenchement des frappes israélienne puis américaine en juin contre ses installations nucléaires, avait officiellement suspendu début juillet toute coopération avec l'AIEA après un vote d'une loi au Parlement. Une équipe d'inspecteurs de cette agence chargée de la sûreté nucléaire avait alors quitté l'Iran pour retourner à Vienne où se trouve le siège de l'agence.
En Ukraine, une femme de 81 ans a été tuée par des tirs d'artillerie russe à Kherson qui ont également fait 2 blessés selon des responsables de cette ville du sud du pays. L'administration militaire de la région de Kherson a fait état d'un homme de 56 ans blessé dans une attaque au drone dans le centre de Kherson. Le procureur a indiqué avoir ouvert une enquête pour crime de guerre ayant causé la mort d'une personne. L'armée russe, qui occupe environ 20% de l'Ukraine dans l'est et le sud, a accéléré sa progression sur le terrain ces derniers mois face à des unités ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Et sur notre page économique, après la Chine, les États-Unis ont levé aujourd'hui la surtaxe douanière sur les produits indiens à 50%. L'Inde est parmi les principaux importateurs de pétrole russe. Après la Chine, et le président américain accuse New Delhi d'aider ainsi Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Les détails dans ce compte-rendu. La surtaxe des États-Unis sur les produits indiens importés fixée à 25% depuis le début du mois est passée à 50%, une manière pour Donald Trump de sanctionner les achats de pétrole russe par l'Inde. Le président américain, qui a bousculé le commerce mondial depuis son retour à la Maison-Blanche, avait annoncé ce taux punitif début août alors qu'il s'agaçait face au refus de Moscou d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Malgré l'accueil chaleureux qu'il a réservé depuis à Vladimir Poutine en Alaska, il a maintenu cette mesure qui vise à entraver la capacité de Moscou de financer la guerre. Après la Chine, l'Inde est le principal client de la Russie pour son pétrole, qui représentait en 2024 près de 36% de ses importations en la matière, contre environ 2% avant le début de la guerre en Ukraine en 2022, selon les données du ministère indien du Commerce. Pour New Delhi, ce choix est pragmatique. La production des pays du Golfe allant en priorité vers l'Europe, l'Inde a dû se tourner vers d'autres fournisseurs après le choix du vieux continent de se passer d'hydrocarbures russes. Les exportateurs indiens craignent une chute des commandes, des délocalisations et des pertes d'emplois. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du pays le plus peuplé de la planète, qui écoule pour plus de 87 milliards de dollars de marchandises chaque année. Terminons notre journal avec le sport et plus précisément le championnat d'Égypte de football. Le club Zamalek s'est imposé hier face à Farco 1-0 et a pris la tête du championnat égyptien grâce à cette victoire. Zamalek a profité des faux pas des clubs d'Al Ahly et d'Al Masri pour creuser l'écart. En outre, Smouha a battu Kahrabat Al Ismailiya 2-1 et enfin Haras Al Hudud et Al Masri de Port Saïd se sont accrochés un partout. Les détails. Le Zamalek a parfaitement profité des contre-performances de ses concurrents directs en s'imposant 1-0 face à Farco dans le cadre de la 4e journée du championnat d'Égypte. Cette victoire permet aux hommes de Yannick Ferreira de prendre seul la tête du classement avec 10 points, alors qu'Al Ahly a été tenu en échec la veille par Ghazl El Mahalla et que Masri a concédé des nuls contre Haras El Hudud. Le but de la victoire a été inscrit à la 48e minute par l'attaquant angolais Chico Banza, opportuniste après une frappe repoussée du Palestinien Oday Dabag. C'est le deuxième but de Banza en 3 matchs de championnat cette saison, après avoir déjà marqué lors de la 3e journée face à Modern Sport. Il devient ainsi le premier joueur angolais à marquer pour Zamalek et le 8e angolais à inscrire un but dans l'histoire de la compétition. Grâce à ce succès, Zamalek devance désormais Masri et Petrojet, tous deux à 8 points, tandis qu'Al Ahly, pourtant champion en titre, stagne à 5 points après seulement 3 rencontres disputées. Malgré les absences prolongées de Ahmed Hossein et Mahmoud Gehed, Ferreira continue de gérer son effectif avec maîtrise. Il a également choisi de ne pas titulariser Ahmed Rabia, toujours en phase de reprise après une blessure aux adducteurs.
En face, la situation reste très compliquée pour Farco, qui n'a engrangé qu'un seul point et vient de concéder 3 défaites d'affiliés face à Al-Ahli, Tal'a Al-Gish, puis Zamalek. Le prochain rendez-vous de Zamalek est prévu le dimanche 31 août avec un déplacement sur la pelouse de Wadi Degla où l'objectif sera clair, confirmer son statut de leader et poursuivre sa série positive. Bon, voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.